Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou, le forum de la presse. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de l'attaque mardi 4 mai 2021 du village de Ntoussan dans le département de Bani Bangou, région de Tilaberi. Une attaque qui a coûté la vie à 15 militaires et 4 blessés. L'actualité, c'est aussi la visite lundi au Niger du président du conseil militaire tchadien, le général Mohamed Idriss Déby Itno. À suivre également le délibéré de l'affaire qui oppose Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'événement, à Abdurrahman Manzo, un citoyen nigérien résident à Bruxelles, en Belgique. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. Alhaji Mohamedou Souleymane, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Alhaji Mohamedou Souleymane, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Ousmane Sidikou, journaliste indépendant. Ousmane Sidikou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous ouvrons ce forum par cette triste nouvelle. Au moins 15 militaires tués et 4 blessés mardi 4 mai dans une attaque perpétrée par des hommes armés et non identifiés dans la localité de Bani Bangou, région de Tilaberi, près de la frontière malienne, a annoncé le ministère de la Défense nationale dans un communiqué de presse. Ousmane Sidikou, avez-vous d'autres informations au sujet de cette attaque qui a encore endeuillé de nombreuses familles nigériennes? Eh bien, Mokhtar, merci. De facto, nous adressons nos condoléances à ces familles-là. Prompt rétablissement aux blessés. On ne peut qu'être indigné et attristé. Vous l'avez si bien dit, Intoussan, Tilia, pas plus tard qu'hier à Fancho dans le Gourol où quelques individus auraient perdu la vie suite à une attaque dans trois localités. Et même l'église du village s'était vue incendiée. On ne peut que déplorer. Quand vous faites le constat depuis un certain temps, Dieu merci, jusqu'à preuve du contraire, nous n'abritons aucune base, mais à l'épreuve des faits, nous sommes et nous continuons à en payer le lourd tribut. Donc, c'est dire que vraiment la question doit se reposer cette fois-ci avec acuité et que toutes les dimensions, toutes les approches se doivent d'être revues. Ça ne s'explique pas, c'est indignant, hein, avec tous les superlatifs si vous voulez, et surtout malgré, en dépit de cette forte présence des militaires ou bien des bases sur le territoire. Des bases étrangères. Justement, nous allons en revenir. Donc voilà, de façon brève, les sentiments qui m'animent. Vraiment, on ne peut qu'être à l'image ou bien à l'instar de tous les autres compatriotes, qu'être indigné parce qu'il y a une contradiction. Vu ce que nous sommes en train de payer comme le tribut et de l'autre côté, la forte militarisation, ça ne s'explique pas. Ousmane Sidikou, d'où peuvent venir ces terroristes? Ces terroristes, ils peuvent surgir de nulle part. Et surtout le comble, malgré l'interdiction de la circulation des motos, vous voyez aussi bien les FDS, aussi bien les populations civiles, personne n'est épargné. Donc moi je pense qu'il faut revoir les choses pour que véritablement nous puissions prendre le taureau par les cornes pour que nous ne continuions plus à payer ce lourd tribut-là de ces individus sans foi ni loi. Alhaji Mohamedou Souleymane, selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, c'est vers 16h le mardi 4 mai 2021 que des individus lourdement armés venus à bord des motos, comme Ousmane Sidikou l'a dit, ont attaqué une position militaire de l'opération Al-Mahaou dans la zone nord du Tilaberi. Comment expliquer l'extrême vulnérabilité de cette force Al-Mahaou? Je pense que après avoir justement plié ma pensée en tout cas sur ce qui est arrivé à la mémoire donc des disparus,
Donc ce n'est pas seulement la force Al-Mahaw qu'il faut, c'est en réalité, durant tout le mois de Ramadan et avant, on est en train d'être régulièrement endeuillé. Et je pense que c'est franchement inquiétant. On a l'impression, même si j'allais pas dire qu'on est en train de perdre la bataille, mais on a l'impression que le péril est encore plus que jamais réel. La régularité en tout cas et l'extension. Vous voyez par exemple quand vous prenez la zone de Tilaberi, vous allez vers Tilia, déjà les gens sont en train de voir que est-ce que les touristes ne sont pas en train de se frayer un chemin qui les amène jusqu'en Algérie. C'est-à-dire que se faire un territoire, en tout cas un espace où ils peuvent effectivement réserver à eux ce qui va leur faciliter justement le transfert de tous les trafics possibles. Donc, franchement, il y a péril à la demeure. Je pense qu'on est très inquiet. J'ai vu, c'est hier ou avant-hier, on dit que les Burkinabés ont fait une offensive. Je pense que, et moi quand j'écoute de plus en plus les gens qui sont sur le terrain, que ce soit Tilaberi, Tawa, en tout cas les gens qui sont immédiatement concernés, les gens à Tebaram, ils vont vous dire, quand vous écoutez, en tout cas, que les gens sont en train de dire que véritablement, ils se posent la question sur la sincérité de la lutte contre le terrorisme, puisque ces gars-là, on peut les voir, des colonnes de 200 motos, 100 motos, en tout cas une centaine de motos. Alors, comment expliquer ce stade de fait en ce 21e siècle? Justement, ici, en termes de renseignements, cela veut dire qu'on ne voit rien. Ou du moins, s'il y a des gens qui voient ça, en tout cas, le voient. Franchement, il y a beaucoup d'inquiétudes à ce niveau. Et je pense qu'en faisant appel à la question d'offensive, apparemment, il va falloir aller traquer, les chercher là où ils sont, là où ils se cachent. S'ils sont parmi la population. Parce que quand on prend l'exemple de Tilaberi, tout le monde sait que les motos sont interdites. Alors, ces personnes qui ont les motos, ils vivent dans les montagnes, ou bien tout simplement, il y en a qui vivent parmi la population. Donc tout cela vraiment c'est des questions sans réponse. Et véritablement, nous pensons que si, parce qu'en tout cas l'offensive de Burkinabé a été concluante parce qu'ils ont quand même dit qu'ils ont... Ils ont détruit beaucoup de bases. Nous l'avons toujours dit, on fait face à une guerre asymétrique. C'est beaucoup de stratégies qu'il faut cumuler. Les renseignements, la force physique, les moyens surtout aériens, mais aussi véritablement, Sadouk en parlait, nos partenaires, quand je dis soit on ne voit rien, effectivement c'est eux qui sont censés, en tout cas, voir de loin une centaine, une colonne de 100 motos, ou bien plus de 100 motos, absolument, on peut quand même se poser plusieurs questions. Voir ça. Donc, dans tous les cas, je pense que franchement, à l'État, malgré tout ce qu'on avait comme force, en tout cas, mixte, en tout cas, et loyale, et au niveau national, on se rend compte que la situation est en train de se dégrader et ça ne peut que inquiéter les citoyens parce que tout simplement, j'imagine que les personnes, en tout cas riveraines de ce théâtre-là, beaucoup sont en train de quitter. Ceux qui ont les moyens de quitter, ils vont quitter vraiment pour venir. En tout cas, là, il y a eu la possibilité de sécurité. Et cela, véritablement, interpelle davantage que les nouvelles autorités, en tout cas, qui sont venues, il n'y a pas plus que ça pour les interpeller, en tout cas pour dire que véritablement, il l'a dit en fait au départ, c'est Dieu qui l'avait dit, oui, on a tendance, le politique, de dire qu'on n'habite pas en tout cas une zone qui est occupée. Mais avec ce qui est en train de se passer, vraiment si on y prend garde, on n'est pas loin de ça. Alors, Alaji Mohamed Souleymane, que risquent les populations de la région de Tilaberi, surtout quand on sait que bientôt c'est la saison pluvieuse qui s'annonce? Bon, le risque déjà en réalité, ils sont en train de subir en fait. Les gens sont en train de sévir sur les populations donc à Tilaberi, un peu partout maintenant. Donc véritablement, je me dis qu'il ne faut pas avoir de complexe de dire qu'en réalité, jusqu'à présent, en tout cas, la stratégie en place n'est pas très opérationnelle. Parce que tout simplement, aujourd'hui, quand il y a affrontement, quand on va vous dire le nombre de tués côté force, en tout cas ennemie, vous allez voir qu'il y a plus de soldats qui ont été tués. Et ce qui est curieux, par exemple, me disait quelqu'un dans l'attaque vers Tilia, il dit comment comprendre que les touristes, ils ont se donnent même le luxe de venir prendre leur mort, les cadavres, cadavres, et prendre le temps pour les enterrer.
Bon, peut-être que c'est un effet de communication, les images qu'on a vues, mais franchement, ce qui est en train de se passer ne rassure guère, en tout cas les citoyens. Je pense que nos stratèges militaires, et ce n'est pas pour rien, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire, on entend de plus en plus les citoyens dire que les généraux ont été formés pour faire la guerre. J'ai vu par exemple l'image très parlante, on a montré les généraux tchadiens, ceux qui ont fait les écoles de guerre doivent effectivement, on va vous dire justement que non, la guerre c'est, on réfléchit stratégiquement dans des bureaux. Non, c'est que aussi, comme le faisait Déby, comme vous avez fait ce généraux, en tout cas quand vous allez sur le terrain, ça galvanise. Absolument, ça motive et ça fait une armée. Parce que aussi l'autre cri de cœur des populations, l'autre, en tout cas, j'allais dire que plainte des populations, c'est qu'aussi souvent, il peut y avoir d'alerte qu'il y a une attaque imminente, on ne voit pas le secours, ou bien il peut y avoir une attaque, le secours ne vient pas en temps réel jusqu'à ce que l'ennemi s'échappe. Ça, c'est des problèmes. Mais vraiment. Alors, Hassan Boukar, le bilan officiel est encore de 15 militaires tombés sur le front et 4 blessés. 3 véhicules de l'armée ont également été détruits. Avez-vous d'autres informations au sujet de ce bilan? Non, Mokhtar, je pense que sur ce sujet-là, Alain Suleiman et Sidoukou se sont déjà largement exprimés. Je pense que la vérité, c'est cette inquiétude qui s'exprime aujourd'hui. Les citoyens qui vivent dans ces zones-là sont très inquiets. Ils n'ont pas l'impression que la situation s'améliore. Au contraire, elle s'aggrave, cette situation-là. Alors j'ai hésité en disant, bon, on ne peut pas dire qu'on a perdu la guerre, mais on a quand même perdu beaucoup de batailles. Hein. Dans ce conflit, on a perdu beaucoup de batailles. Et rien ne laisse entrevoir une amélioration. Je pense que le plus inquiétant, c'est bien ça. Alors, ça fait quand même des années que ce conflit-là se passe. Et on voit la même chose. Lorsque les forces étrangères se sont installées dans notre pays, quel était l'argument? Y compris ce que disait l'ancien président. C'est de dire, sans les autres, nous sommes aveugles. Mais on voit bien, malgré leur présence, on continue d'être aveugle. Lorsqu'il y a toujours 100, 150 motos qui peuvent se déplacer sans que personne ne puisse les voir, ça pose un vrai problème. Donc, est-ce que la présence des forces étrangères a une plus-value? Aujourd'hui, ça pose le débat de leur présence. Deuxième chose, ces motos, quand même, les populations, elles alertent quand il y a ces motos, en particulier dans la zone de Tillabéri où les motos sont interdites. Quand vous écoutez les populations de cette zone, elles disent, lorsque les motos arrivent dans l'espace, les populations alertent pour dire, ou on saisit un maire, ou on saisit un préfet, pour dire, écoutez, il y a des motos qui sont arrivées dans la zone. Dès qu'il y a une moto, on suppose que c'est ces djihadistes, dès lors que les motos ne sont pas autorisées. Mais on ne voit pas la réaction. Et du coup, là, vous parlez de victimes, 15-16 soldats tués. Malheureusement, ces dernières années, on a déploré beaucoup de vies humaines au sein des FDS. Mais vous avez toujours cette position un peu difficile où, à la fois, les FDS apparaissent comme les victimes, mais aussi leur façon, leur stratégie suscite des questions face à des populations qui ont l'impression qu'il y a une inaction des FDS. Donc, c'est vraiment une situation difficile, en fait. Les FDS, comme on les voit, sont aussi parmi les victimes. Ils ont perdu beaucoup. Mais pour les populations, il y a toujours une incompréhension sur le fait que on peut parfois imaginer en disant, mais ces gens-là, ils doivent être dans les parages, donc on doit savoir là où ils sont. C'est possible d'identifier leur site, etc., comme les Burkinabés l'ont fait. Alors, on dit, mais pourquoi on ne peut pas aller attaquer ces personnes-là? Pourquoi on n'a pas la possibilité de peser sur le cours des événements? Ce sont presque toujours eux qui gagnent. Presque toujours. Où ils viennent incendier des villages, ils tuent des personnes, ils s'en vont, ils viennent séquer la moto, ils retournent tranquilles d'où ils viennent. Ou ils attaquent les FDS et le bilan est souvent lourd du côté des FDS. Donc ça montre aujourd'hui qu'il faut changer les stratégies. Je pense que l'actuel président a été quand même le monsieur sécurité du président Issoufou pendant des années. Il a suivi ce dossier-là. Il faut qu'il prenne des décisions courageuses. Moi, je vous pose par exemple la question de savoir pourquoi aujourd'hui ne pas discuter avec l'Algérie, impliquer davantage l'Algérie dans ce conflit-là. On peut comprendre qu'une coalition des pays... Pourquoi impliquer l'Algérie?
Mais il faut impliquer l'Algérie parce que c'est quand même une puissance militaire dans la sous-région. C'est le pays qui, pendant des années, a fait face à ces groupes terroristes. Certaines personnes qui occupent aujourd'hui le nord Mali, cet espace sahélien, sont des anciens du groupe islamique armé. Tous ces groupes, n'est-ce pas, armés parfois d'obédience djihadiste, qui avaient fait la guerre civile en Algérie et qui sont redescendus plus au sud face à la répression en Algérie. Rappelez-vous de ces années de guerre en Algérie, après, au début des années 90, etc. Donc, l'Algérie, c'est quand même à la fois le pays qui est la puissance militaire, qui a la capacité de renseignement, mais qui a aussi l'expérience dans la lutte contre ces personnes. Donc, c'est pour ça que pour moi, une coalition des pays sahéliens réunis avec comme mentor la France, que les Algériens soient réticents à être dans le G5. Dans le cadre du G5. Voilà, je parle du G5 Sahel. Que les Algériens soient réticents, on peut le comprendre pour toutes les raisons historiques, politiques, etc. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne ferait pas de discussions bilatérales avec l'Algérie? Nous sommes certes membres du G5 Sahel. Si les Algériens ne veulent pas intégrer le G5 Sahel, pourquoi le Niger ne peut pas discuter avec son voisin? On a des accords bilatéraux dans d'autres domaines. On peut aujourd'hui discuter avec l'Algérie, faire en sorte que les Algériens puissent aider le Niger à mieux combattre ces groupes-là. On sait que les Algériens ont au moins un objectif clair. Ils ne veulent pas que les djihadistes s'installent dans cette zone. Il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que ça fait déjà un gain par rapport aux puissances étrangères sur lesquelles il y a beaucoup de spéculations par rapport à leur agenda. Alors Hassan Boukar, aujourd'hui, peut-on affirmer que la France a échoué dans le cadre de la traque contre le terrorisme au Niger? Écoutez, les Français disent qu'ils sont venus aider les Sahéliens. On voit que cette aide, ça n'a pas donné les résultats. Donc c'est l'échec? On peut l'appeler comme ça. Puisque moi je me dis, je vois beaucoup plus l'échec de nos pays. Les Français disent qu'ils sont venus aider. C'est quand même notre pays. Les Français ne sont pas là pour mener la guerre à notre place. Au vu de toutes les faiblesses, des liens historiques et peut-être des enjeux dans cet espace-là. Les Français, ils ont aussi des intérêts à défendre. Ils sont aussi venus pour ça, pas pour les beaux yeux des Sahéliens. Donc, mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, cette guerre, qu'elle soit menée par nos propres armées, par la France, cette guerre-là aujourd'hui, on ne la gagne pas. C'est ça la réalité. Ça montre beaucoup de choses. La faiblesse de nos armées. Vous êtes pessimiste? Je suis dans le sens de dire que jusqu'à présent, la démarche qu'on a choisie, elle n'est pas bonne. Il faut faire le constat de l'échec de cette démarche-là. On a par exemple joué sur le tout sécuritaire. On a joué le tout sécuritaire, on a mobilisé les armées, on est allé chercher les Tchadiens, ils sont venus, ils se battent aux côtés du Niger, ils sont là, mais on se rend compte que le tout sécuritaire, le tout militaire n'est pas la solution. Et là, ça montre qu'on n'arrive pas à gagner. Là, dans la région de Tillabéri, ma crainte est que certaines choses qu'on a vécues au Mali, on puisse les vivre dans cet espace-là. Lorsque les populations ont l'impression que l'État n'a pas de solution à leurs problèmes, les gens cherchent des solutions privées. Ça peut être par exemple des milices. Les villageois vont dire, bon, il faut s'armer, il faut faire face à ces personnes. On va peut-être tenter de faire des milices. Ça s'est passé au Nigeria. À un moment, les gens ont tenté de le faire à Difa face au conflit. Chaque fois qu'on a l'impression, à tort ou à raison, que l'État n'est pas capable de résoudre, les gens cherchent des solutions privées. Et les solutions privées ont parfois débouché sur des conflits communautaires. Au Mali, c'est le cas au Burkina. Voilà. Alors, si on continue à perdre des batailles, je le perçois comme tel. Si on continue à perdre des batailles, les populations ont l'impression que les FDS ne partent pas affronter ces groupes. Les gens qui ont le petit bétail, les nomades, les éleveurs, tu es obligé de vendre, de brader le bétail que tu as. Tu es obligé d'abandonner les terres. Si du coup parlait des cultures, comment pouvez-vous exploiter les terres dans ce contexte où vous n'avez pas un minimum de sécurité? Vous ne pouvez pas faire de l'exploitation agricole. Donc, les conséquences peuvent être extrêmement nombreuses. Lorsque la situation atteint ce niveau, ma crainte est que les gens ne cherchent des solutions privées en disant, on va essayer de s'armer, on va se défendre, et là, ça ouvre la voie à des conflits extrêmement difficiles à gérer sur le moyen et sur le long terme. Donc, je pense que la situation aujourd'hui, il faut que tout le monde prenne la mesure. Ce n'est pas des statistiques, quand on dit on est venu tuer 2 personnes, 1 personne. Non, c'est des personnes qui meurent et ça aggrave des conséquences qui vont vraiment dans le mauvais sens. Il faut que les gens en prennent conscience, à mon avis. On est vraiment dans une mauvaise passe actuellement.
Ousmane Sidikou, cette nouvelle attaque intervient quelques jours après l'embuscade tendue contre une patrouille de la garde nationale du Niger. Alhaji Mohamed Souleymane l'a rappelé tout de suite le samedi 1er mai dans la zone de Tilia, région de Tawa, et toujours près de la frontière malienne. 16 soldats, dont un officier, ont été tués. Comment y mettre fin? Vous savez, je rebondirai sur les propos de Abba. La poire se doit d'être divisée en deux, honnêtement parlant. C'est vrai, la présence de ces différentes bases-là vraiment a montré ses limites objectives. Maintenant, à nous vraiment que les politiques soient revues pour que véritablement nous adoptions les approches ou bien les comportements qui s'imposent aux défis actuels, surtout sécuritaires. Donc franchement, pour moi, vous avez évoqué un aspect quant à l'idée que les gens se font que incessamment on va être en saison pluvieuse. Vous savez, dans l'imagerie, surtout collective de ces régions-là, notamment la partie nord et la Berry, les gens pensent que quand il pleut, les zones deviennent accessibles à ces individus. Non. C'est une façon, moi je me dis, de baisser en quelque sorte la garde. Aujourd'hui, en fonction des localités, même si on ignore ou bien on feint de voir le mouvement de ces motos-là, à quelques géométries variables, parfois c'est pas à travers des mouvements, parfois c'est à l'interne. C'est à l'interne. Donc moi je pense qu'il ne faut pas que les gens... Vous voulez dire que le verre est dans le fruit? Dans certaines localités, parce que moi je ne peux pas comprendre que vous êtes dans une même localité et surtout qu'on a fait des rencontres où les autorités à des niveaux différents ont décrié que parfois les actes sont posés par les enfants du terroir. Donc moi je me dis qu'il faut que la poire soit divisée en deux, il faut que les populations certes collaborent. Abba l'a dit, vraiment elles sont dépassées, elles ont ce sentiment de ne pas être assez protégées, mais tout de même il faut que l'État reprenne vraiment le monopole, à savoir à garantir vraiment la sécurité de ces personnes ainsi que leurs biens. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Le président du Conseil militaire de transition du Tchad, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a effectué lundi 10 mai une visite de travail et d'amitié de 24 heures au Niger, rapporte un poste de l'agence nigérienne de presse. Reçu par le président nigérien Bazoum Mohamed, le président du CMT, le président du Conseil militaire de transition, dit être venu présenter ses condoléances au contingent tchadien basé à Terra dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel suite au décès du maréchal du Tchad, chef suprême des armées, et leur réaffirmer son soutien, précise la même source. Hassan Boukar, cette visite intervient alors que l'armée tchadienne a récemment déclaré avoir mis fin à la rébellion du FACTA. Quel avenir pour la démocratie tchadienne? Alors, quel avenir pour la démocratie tchadienne? Il n'y a pas que les Tchadiens eux-mêmes pour me répondre à cette question. Mais je comprends bien tel qu'il est posé dans le contexte actuel. Je pense que ça dépend, par exemple, de la décision que l'Union africaine va prendre vis-à-vis de cette équipe qui s'est installée après la mort de Déby. L'Union africaine qui n'accepte pas les prises de force les prises de pouvoir par la force. Et en face d'un cas d'école, où en même temps on n'annonce pas officiellement un coup d'État, mais le mécanisme par lequel on aurait pu installer, on l'a brouillé totalement. Alors, il y a des pays qui essaient un peu de mettre un peu de vernis pour arranger, pour que la transition puisse se faire en douce, etc. Parce que quand on dit il faut que la transition se fasse en douce, on fait fi de la légalité. Le problème de cette transition, c'est d'avoir un problème de légalité. Donc là, si l'Union africaine dit ok, il y a des circonstances atténuantes, ce serait un antécédent grave, puisque les coups d'État sont automatiquement condamnés. Ce serait un antécédent grave
on peut faire face à d'autres cas. Je pense que c'est une position déjà qui est passée sur le continent, puisqu'il y a des gens qui disent non, un chat c'est un chat, et puis voilà, il y a ça. Mais l'avenir de la démocratie tchadienne, ça dépend aussi de comment les Tchadiens vont continuer à accepter ou non ce conseil militaire. Est-ce qu'il revient aux Tchadiens d'accepter ou pas? C'est de leur pays qu'il s'agit. Mais il y a eu des mouvements, il y a quelques jours, des mouvements contre ce qu'ils appellent le coup d'État. Oui. Non, je veux dire, c'est quand même aux Tchadiens de décider si oui ou non ils l'acceptent. Est-ce que, en disant il y a un contexte de guerre, le pays est menacé sur son territoire, sur son intégrité territoriale, j'allais dire, il y a des menaces, etc. Est-ce on accepte, malgré l'illégalité, ces fameux comités militaires de transition? Ce serait le choix des Tchadiens. Ou est-ce qu'ils disent, écoutez, pendant Déby déjà, on a subi des choses 30 ans durant. Aujourd'hui qu'il est tombé, on ne peut plus laisser des germes de ce qui ressemble à ce que lui il a fait se poursuivre à N'Djamena. On veut changer les choses, saisir l'opportunité de sa disparition pour que le Tchad puisse véritablement revenir à une démocratie. Hassan Boukar, est-ce que les Tchadiens ont le choix? C'est ça le problème. Je pense qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix. Les Tchadiens sont habitués à se battre pour ce qu'ils veulent, pourvu qu'ils le veuillent. S'ils veulent véritablement d'un changement aujourd'hui. Et je pense que les Tchadiens ont souffert. Hein. La présidence Déby, c'est bien malheureux les conditions dans lesquelles le président Déby est tombé. Mais la présidence Déby, ça n'a pas été une période de fête pour les Tchadiens. Ça a été extrêmement difficile en termes de répression, en termes de contrôle total du pouvoir. Le président Déby n'a pas fait de cadeaux ni à ses opposants, ni à des citoyens tchadiens qui veulent exprimer des libertés et qui ne sont pas forcément des soutiens de ces régimes-là. Donc, ça a été quelque chose que les Tchadiens ont vécu. Est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à se sacrifier, à se battre pour que cela change? Est-ce qu'ils veulent tolérer un comité militaire qui est là pour 18 mois, si j'ai bien compris. Renouvelable. Alors, ils ont dit qu'il y a la possibilité de prolonger une fois. Et comment on appelle ça? Les documents qui servent de base légale aux transitions, on est un peu habitué aussi, hein, puisqu'en Afrique, les coups d'État, c'est monnaie courante. Alors, dans certains textes, on dit ceux qui animent la transition ne peuvent pas se présenter. Mais au Tchad, on ne l'a pas vu, sauf si je me trompe, ça ne fait pas partie. Donc, autrement dit, ils peuvent gérer la transition, être candidats et poursuivre. Bon, ça fait beaucoup de choses déjà. Donc, pour moi, est-ce que c'est une opportunité? Ça dépend des Tchadiens. Et je pense que les Tchadiens veulent la démocratie pour leur pays. Ils veulent un état de droit, une gouvernance qui met fin à ces multiples rébellions. Le Tchad a fait face à plusieurs rébellions. Parce que, quand on voit de l'extérieur, ça donne l'impression qu'un mécanisme civil d'élection par lequel on fait une alternance n'est pas possible au Tchad. Et dès lors que les gens ont l'impression qu'on ne peut pas venir conquérir le pouvoir par les unes, les gens prennent les armes. C'est ce qu'on a vu pendant les 30 ans de début. Il faut bien donc que les Tchadiens, c'est vrai que ça ne va pas se faire tout de suite, mais il faut enclencher quelque chose qui donne les chances à la démocratie au Tchad. Et là, je pense que ce que les Tchadiens veulent, c'est vraiment d'arriver à ça. Il ne faut pas que le gagnant soit toujours celui qui a le plus d'armes. Ce n'est pas une bonne image. Alhaji Mohamed Souleymane, le président Mohamed Bazoum, rappelons-le, a bien été choisi comme médiateur dans la crise tchadienne. Quelles sont les véritables attentes des Tchadiens? Ben, les attentes des Tchadiens, Abba vient de le dire, hein. Je pense que vis-à-vis des facilitateurs. Les libertés fondamentales, c'est une aspiration de tous les peuples. Donc je pense que le défi ici, c'est de concilier l'aspiration aux valeurs démocratiques du peuple tchadien au contexte ainsi créé, à savoir la disparition d'un président qui est maintenu par le système international, non pas parce que tout simplement peut-être les gens sont d'accord avec Déby, mais il a fini par s'imposer comme quelqu'un qui détient une armée qui est presque, en tout cas, qui est indispensable en Afrique. C'est pourquoi, effectivement, je ne m'attends pas d'une résolution iconoclaste de la part de l'Union africaine, parce que tout simplement, le Tchad n'est pas en tout cas comme les autres pays. Tout simplement, c'est une armée
ou beaucoup de pays africains, en tout cas, qui sert tout simplement, qui permet, en tout cas, je pense, accompagner le contexte sécuritaire. La preuve, ce que nous venons de constater chez nous, et un peu partout. Donc, en vérité, lui-même, Déby, il venait d'être réélu pour ce 6e mandat. La France s'accommode avec Déby, non pas parce que vraiment il est un démocrate, mais tout simplement pour certaines raisons, dont d'abord la question sécuritaire, fait qu'effectivement il faut faire avec Déby. Maintenant, il me paraît évident que ce contexte-là, cette réalité, elle s'impose. La médiation justement du président Bazoum, et non seulement, vous voyez, le Niger est en fait un peu dans une position inconfortable d'être le médiateur, parce que vous voyez, récemment on en parle qu'il y a des rebelles italiens qui, les militaires ont demandé le soutien de la coopération du Niger. Pour les Donc traquer. cela veut dire qu'il faut faire la médiation avec le bâton et la carotte. En même temps qu'on aide donc, le partenaire officiel à donc, réprimer, à traquer certains rebelles. Donc vous voyez, c'est assez délicat, mais je pense que de mon point de vue, la médiation, la tâche en tout cas de Bazoum et Ghazouani, parce que d'aucuns disent qu'ils ont été choisis parce qu'on pense que le Niger et la Mauritanie, c'est des exemples d'alternance. Donc cela veut dire qu'en réalité, peut-être qu'on voudrait qu'ils arrivent à concilier donc, l'impératif sécuritaire avec donc maintenant les aspirations du peuple tchadien, qui ne sont que la demande de plus de liberté, plus en tout cas d'expression donc de valeurs fondamentales. Ousmane Sidikou, le général Mohamed Idriss Déby, qui a succédé à son père Idriss Déby Itno, est contesté par une partie de l'opposition et de la société civile qui dénonce un coup d'État. Tous les deux l'ont rappelé tout de suite. Comment ramener la sérénité dans ce pays qui a connu plusieurs rébellions et coups d'État? Bon, moi je pense que l'avenir du Tchad est entre les mains du peuple tchadien. Maintenant, quitte à eux et libre à eux de... Entre les mains du peuple tchadien? Du peuple tchadien, moi je me dis. Parce que, vous l'avez si bien dit, ils sont habitués à plusieurs rébellions. De là, vraiment, à faire face d'une instabilité à une autre. Donc moi je pense que maintenant... C'est à eux de voir, à l'âge de l'a si bien dit, au regard de l'impératif sécuritaire, d'accorder un sursis au conseil militaire pour voir comment il va s'y prendre, pour que effectivement les soldats ne se sentent pas perdus. De l'autre part, maintenant, c'est de ne pas commettre, je pense que les impairs que le régime de son défunt père a eu à commettre, parce que c'est un secret de polichinelle. Déby, vraiment, même si d'aucuns pensent qu'il a été un bon démocrate, mais je suis sûr que les organisations de la société civile, les opposants, eux ne seront pas d'avis. Donc moi je pense que la balle reste et demeure dans le camp du CMT. C'est à lui de savoir manœuvrer pour que d'une part qu'il ait ce temps de répit aussi bien à l'interne et que de l'autre côté qu'il sente la bénédiction ou bien l'aura de la grande muette. Moi je pense qu'avec le temps ils sauront comment s'y prendre pour que véritablement ils ne soient pas dans cette posture du marteau et de l'enclume. Un consensus entre la classe politique, la société civile et même les auteurs de la transition, est-il possible? Bon, c'est pas à exclure, c'est ce que je dis maintenant au CMT, au général et aux membres du CMT, de savoir comment manœuvrer pour que les divergences soient vraiment raccordées, pour que tout le monde regarde dans la même direction. En tout cas, ils ont grand intérêt à fédérer les vues que de vouloir vraiment créer cette tension inutile ou bien ce climat inutile-là au regard de l'impératif sécuritaire. En
Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir, il est relatif au délibéré de l'affaire qui oppose Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'événement, à Abdraman Manzo, un citoyen nigérien résident à Bruxelles, en Belgique. Il a été vidé vendredi dernier au tribunal de l'arrondissement Niamey 3. Moussa Aksar est condamné à payer une amende de 200 000 francs CFA et 1 million de francs CFA de dommages et intérêts aux plaignants. Selon son avocat, Maître Ahmed Mahman, un de ses avocats, de Moussa Aksar, cette décision ne rend pas service au droit. Ils ont décidé de faire appel à Alhaji Mohamed Souleymane. Que faut-il comprendre au sujet de cette affaire juridique? Cette affaire, nous l'avons suivie parce qu'il y a eu quelques reports. Il s'agit d'une affaire de diffamation. Mais on a l'impression aussi, certains veulent faire une confusion de genre, à savoir qu'on voudrait la confondre avec la forme de ministère de la Défense. Moi, je l'ai dit en tant que journaliste, j'ai traité de cette affaire et nous avons cité par exemple Ahmed Baba, un des responsables de Oriba, comme était responsable. Et nous, notre source, c'était les journaux, la presse internationale, le Jeune Afrique, le Monde d'Afrique. C'est eux qui ont vraiment eu la primeur du dossier. Donc nous, on l'a cité. Quand on l'a cité, moi j'avais fait au Républicain la une. C'est ceux-là qui ont pris, en fait, qui ont eu la part du lion. Avec leur photo à la une, lui, quand il a vu, il nous a appelé pour dire que, en tout cas, on vient de le diffamer. Si on ne règle pas ça, il va porter plainte. On a discuté, mais quand on s'est rendu compte, effectivement, il insiste. On a dit, bon, à cette condition, qu'il écrive, qu'il dise que, non, on va faire rectificatif, qu'il accepte que, effectivement, lui et sa société n'ont rien à voir dans l'affaire du ministère de la Défense. On a fait rectifier, ça s'est arrangé à l'amiable. Parce que aussi, l'affaire de diffamation, tu imputes des faits à quelqu'un de nature à entacher sa crédibilité ou bien son honneur. Il dit qu'il n'est pas d'accord, donc, et c'est un peu apparemment ce qui s'est passé, parce que le juge a dit que Moussa Aksar a été reconnu coupable, donc il n'a pas pu convaincre le juge que, effectivement, la personne, c'est un citoyen qui a porté plainte. Maintenant, ceci dit, je suis en train de dire que cette affaire-là pourrait se régler soit comme on l'a fait, qu'il reconnaisse qu'effectivement il a diffamé la personne, s'il a diffamé, mais dans tous les cas, il a porté, son avocat, il a porté plainte, donc il a fait appel. Il faut quand même aussi noter que ce qui est aussi intéressant pour nous, en tout cas de la presse, c'est que la loi de la presse a été respectée. On n'est pas allé parce qu'il a publié son article sur son site, qui devait être la loi sur la cybercriminalité, mais le juge il a appliqué la loi sur la presse, qui fait qu'il n'y a pas de prison. La condamnation, c'était donc des amendes. Maintenant, c'est qu'il faut aussi faire la part des choses. Moi, j'ai fait la part des choses, l'affaire, parce que les éléments de langage de la communication, c'est-à-dire qu'on va persécuter un journaliste à lieu et place des délinquants dans l'affaire de la défense. Non, je pense que c'est des choses à part. Il y a un citoyen qui a été diffamé, il faut lui rendre de justice. Effectivement, maintenant, Moussa Aksar, puisqu'il y a eu un appel, si effectivement il arrive à convaincre à une instance, en tout cas une autre instance, qu'effectivement il n'a pas diffamé, ça c'est autre chose. Mais maintenant, en tant que citoyen, nous pensons que le fond, elle est là, la question de l'affaire du ministère de la Défense, elle est là. Nous pensons que tôt ou tard, ces gens doivent être jugés et les Nigériens attendent véritablement que ce soit fait. Donc moi, en tout cas, je suis cette affaire, de mon point de vue, il ne faut pas faire le mélange des genres. Il y a une affaire de diffamation. Un citoyen dit qu'il a été diffamé. Le juge a dit que, en tout cas, de première instance, que Moussa Aksar n'a pas pu convaincre, n'a pas diffamé. Donc, par conséquent, je pense qu'on attend de voir, parce que donc, l'affaire va encore être jugée à une autre instance. Donc, moi, de mon point de vue, il ne faut pas vraiment chercher à mélanger les choses. Ousmane Sidikou, aussitôt après le prononcé du verdict, son avocat, Maître Ahmed Mohamed, a indiqué aux médias que cette décision ne sert pas le droit. C'est pourquoi, d'ailleurs, la défense de l'accusé a déjà fait appel au jugement. Moussa Aksar peut-il garder espoir?
Vous savez, ces interprétations judiciaires-là, chacun peut y aller de son commentaire. Moi, en tant que journaliste, c'est vrai, Al-Hajj a demandé à ce qu'il y ait une dissociation parce que d'un côté, un individu se sent diffamé, de l'autre côté, un journaliste qui, après des investigations, dit avoir des preuves. Maintenant, en interjetant appel, maintenant, là où peut-être je ne serai pas d'accord avec Al-Hajj, comment les gens pourront-ils ne pas établir cette corrélation entre son travail d'investigation et cette affaire du ministère de la Défense nationale là, qui, je ne vous apprendrai, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Peut-être là où les gens vont peut-être ne seront pas d'accord, c'est que ceux qui sont impliqués dans cette histoire-là, qu'ils continuent à se la couler. Ça vous coupez, surtout que Moussa Aksar, lui, il a repris le travail d'un consortium de journalistes. Absolument. Absolument. Donc, c'est ça maintenant. Moi, je pense qu'il est difficile de ne pas établir cette corrélation entre son travail et cette affaire-là. En interjetant appel, donc, ce qui veut dire qu'il a foi, donc il a cru devoir faire son travail d'investigation. Comme disent les British, wait and see. Hassan Boukara, Reporters sans frontières, RSF, dénonce la condamnation du journaliste d'investigation, auteur d'une enquête sur l'un des plus gros scandales politico-financiers de l'histoire de son pays. Que peut être l'issue de cette affaire? Il faut attendre la suite de la procédure, puisqu'ils ont fait appel, donc il faut attendre que le juge puisse définitivement trancher sur cette affaire. Mais j'ai la même lecture que du coup. Je pense que sur cette affaire, on aura du mal à dissocier l'affaire, ce scandale, et comment on appelle ça, la condamnation de Aksar. Je vous fais remarquer que depuis le début de cette affaire, toutes les personnes qui ont osé parler ont rencontré la répression devant elles. Que ce soit les acteurs de la société civile qui sont battus pour que l'affaire soit entre les mains des juges, puisque le gouvernement ne voulait pas l'amener devant les juges. D'autres acteurs, je me rappelle, Samira Sabou, je crois, a été aussi inquiétée dans la même affaire. Je me rends compte que les personnes qui en parlent, elles sont tout de suite inquiétées, mais pas les supposés délinquants. Et donc, lorsque ça peut être simplement, comme Allah seulement le décrit, une affaire de diffamation de quelqu'un dont Alors, justement, Hassan Boukara, pour Bourema Ouedrago, secrétaire général de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, ce procès relève du harcèlement et de l'intimidation. C'est ça? En tout cas, je retiens que la plupart des personnes qui ont osé dire où il faut que le dossier soit devant les juges, où il faut qu'on rende justice, ces personnes ont tout de suite été inquiétées. Mais les délinquants, ils sont tranquilles pour l'instant. Ok, on peut dire que le temps de la justice n'est pas le temps des médias. Il y a peut-être une investigation, j'imagine, puisque l'affaire est entre les mains de la justice. J'espère qu'on pourra arriver à ça. Mais cette affaire-là, au-delà de la dimension judiciaire, il y a aussi une dimension politique. Le gouvernement n'a pas voulu que l'affaire aille en justice. Il a voulu l'arranger. Rappelez-vous de ce communiqué du Conseil des ministres. On dit, bon, les gens vont peut-être rembourser, c'est le remboursement. Il y a aussi tout cela. On ne peut pas les dissocier. Je suis désolé, c'est difficile de les dissocier. Donc, tel que décrit une simple affaire de diffamation, oui, ça se règle. Ça peut se régler à l'amiable entre une personne et voilà. Mais rendez-vous compte qu'on juge en morceaux les choses. Quand quelqu'un dit dont le nom a été cité et lorsque l'événement reprend à travers son directeur de publication, donc qu'est-ce que vous jugez? En fait, vous jugez en morceaux l'affaire. Parce que cette personne dit, contrairement à ce qu'on a dit, il n'y a pas de preuve que moi je suis là-dedans. Or, l'événement, quand vous lisez, il a d'abord beaucoup cité ce rapport-là, mais aussi tout le travail des groupes, des journalistes d'investigation dont il est membre. Donc, il y a une affaire qui est encore devant les tribunaux. Chacun peut lire je pense que ça va aller. Donc maintenant, on n'aura pas tous les éléments avant que la justice ne tranche définitivement. Donc on ne pourra pas aller plus loin dans l'analyse. Mais pour moi, si le gouvernement veut trancher cette affaire, il faut le régler définitivement. Ça y est, devant les juges, dites-nous, est-ce qu'il y a des coupables? Et il faut qu'ils se rendent compte. Ça faciliterait la tâche à tout le monde. Alhaji Mohamed Souleymane, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, c'est dire que l'affaire de la diffamation en tant que professionnel, il faut être très clair. On a vu de plus en plus ici chez nous, moi l'an dernier j'ai suivi une affaire d'une acteur de la société civile qui a diffamé quelqu'un.
Maintenant, c'est clair, le juge, quand on vient, c'est des faits. Mais pourquoi on n'a pas suivi... Écoute, toi, tu sembles dire que parce qu'une enquête est derrière un constat international. Mais écoute, dans notre métier, il n'y a pas plus rigoureux que l'investigation. L'enquête, c'est ça le monde le plus rigoureux. Donc, si tu dis que la personne, c'est quelqu'un qui est en Belgique, un historien qui est en Belgique, tu l'as cité, amène les preuves qu'effectivement il est dedans. Mais c'est le consortium qui a cité son nom, le consortium de travail. C'est ressorti dans le travail d'un consortium de journalistes d'investigation que Moussa Aksar aurait repris. Écoute, il est question, puisque Moussa Aksar s'est approprié. Écoute, ça a fait devant le juge. C'était dans les détails. On a demandé à Aksar, tu as considéré qu'il a diffamé, amène la preuve. Donc en réalité, écoute, moi je suis en train de dire que l'affaire de diffamation, les gens ont tendance. L'affaire est pendante, mais tel que ça s'est passé de l'autre côté, il n'a pas pu prouver cela. Et je dis encore une fois, il ne faudrait pas que les gens fassent la confusion. Voilà. L'affaire n'a pas été jugée en morceaux. Il a été question d'une hégémonie, un citoyen qui est diffamé, mais l'affaire du dossier du ministère de la Justice, qui a été réduit à 15 milliards, en tout cas qui était 76 milliards, ce dossier-là, il est au niveau du procureur. Donc on attend effectivement que le procureur, en tout cas les autorités en place, le réactivent, en tout cas pour qu'il soit jugé. Mais l'affaire qui a été jugée, c'est une affaire entre un citoyen et Moussa Aksar qui estime l'avoir diffamé. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Hassan Boukar de la radio alternative, El Hadji Mohamedou Souleymane, directeur de la rédaction du journal Niger Inter, et Ousmane Sidikou, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 46 radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la Fada. Et à partir de 18h15, samedi, le forum en Hausa et dimanche, le forum en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Seyni Saka et côté vidéo Mustafa Ayouba. Merci, au revoir.